Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube. Je vous le dis tout le temps, hein? C'est la station où il y a des choses qui se passent. Puis là, dans quelques instants, vous allez entendre une histoire absolument hallucinante et assez rocambolesque. Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour, Sophie. Je t'en ai parlé un petit peu de cette histoire-là avant que l'émission commence. Puis déjà, tu avais les yeux complètement écarquillés. Ben oui, mais je me disais, comment ça peut arriver? Puis au début, j'étais pas certaine. Je me disais, écoute, j'en ai pas entendu parler. Et non. Et justement. Voilà, ça, vous en avez pas entendu parler avant. Donc, c'est un monsieur qui m'a écrit pour me raconter son histoire. Je me suis dit, il faut absolument partager ça avec tout le monde pour nous faire réfléchir à cette tendance que certaines compagnies ont de dire, bon, ben moi, j'ai fait ma job, le reste, c'est pas grave. Des gens qui sont pas imputables, qui se sentent pas responsables. Alors, je vous demanderais d'accueillir, on a l'impression que c'est un spectacle, puis qu'on vous accueille, Reda Hadoud. Vous êtes directeur dans un organisme public, mais c'est pas à ce titre-là que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes là à titre de client de Sunwing, parce qu'il vous est arrivé une mésaventure, pour vraiment utiliser un euphémisme, à votre retour de voyage en Jamaïque. Alors, je vous laisse nous expliquer ce qui s'est passé. Merci Sophie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc effectivement, c'est un euphémisme. Donc le 17 décembre dernier, on était de retour après une semaine dans un resort. Attendez, je vais rapprocher le micro pour qu'on vous entende mieux, Reda. Oui, donc c'est ça. Donc c'était suite à un retour, suite à un voyage tout inclus là en Jamaïque, à Montego Bay. Donc on devait rentrer le 17 décembre. C'est compliqué pour nous d'habitude parce que le retour, on va dire, de l'hôtel à l'aéroport, tout simplement parce qu'on a deux petits jumeaux. Donc, en décembre, ils étaient âgés de 13 mois. OK, donc tout petit, puis en plus des jumeaux. J'ai voyagé avec un jeune enfant, oui. Mais 2 jeunes enfants du même âge, c'est de la job, comme on dit. C'est du sport. Oui, c'est du sport. C'est du sport. Oui. Fait que, donc là, bon, ça prend à peu près 6 heures. On arrive 4 heures à l'avance à l'aéroport. Vous savez comment c'est, là, tu sais, on nous envoie assez tôt, là, d'habitude, dans ces resorts-là. On arrive, donc, tout le kit, là, biberon, couche. On était un petit peu fatigué. Puis bon, là, on arrive à la dernière étape. On rentre dans l'avion, on est content, on rentre à Montréal. On est assis, et puis il y a l'hôtesse qui arrive. L'agent de bord, oui. Oui, puis là, elle nous dit, je pense que vous n'avez pas le droit d'être là. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je regarde, moi, mon premier réflexe, c'est bien la date aujourd'hui, les papiers sont en règle. Non, elle dit non, votre enfant, il y a des boutons. Oui, il est guéri, ça fait une semaine, c'est des boutons croûtés, là, c'était il avait comme des plaques? Oui, en fait, il a eu une éruption cutanée, mais qui était guérie, en fait, une semaine avant ça. D'accord. Fait que c'était sûr parce qu'on avait consulté, puis il a passé toute la semaine très bien, là, il a joué, okay. Il a mangé. De toute façon, elle est agent de bord. Elle est agent de bord. Elle n'est pas médecin, donc elle observe votre enfant. Oui. Et elle en déduit du haut de son expertise oui. que votre enfant est malade et possiblement contagieux. C'est ça qu'on vous dit? C'est ça. En fait, c'est là où ça devient intéressant parce qu'elle n'est pas juste agent de bord. Elle dit qu'elle est infirmière aussi. Et puis, c'est sûr, elle connaît ça. Ses pieds, mains, bouche, c'est très contagieux. Le punch, je vais le dire tout de suite, c'est pas un pied mis en bouche, elle était complètement à côté de la traque. Et là, elle nous dit, je dis, écoutez, moi, c'est pas vrai, là, je vais pas descendre, hein, il est guéri. 2, puis elle dit, avez-vous consulté? Oui, quand on était arrivé, premier jour, il y avait une infirmière, puis elle nous dit, non, ça c'est la roséole, ça passe, c'est très vite, ça va durer une journée, puis effectivement, ça a duré une journée. Il était un petit peu grognon, puis le lendemain, fini, ça a commencé à cicatriser. Mais ça, c'était 6 jours avant. Là, on dit, écoutez, attendez, là, fait qu'elle est allée voir, elle a cherché un petit papier jaune, elle a commencé à prendre des renseignements, mais pas des renseignements médicaux. Nom de l'enfant, âge, date de naissance, sexe, et puis ça fait combien de temps que vous êtes là? OK, puis là, elle est repartie. Là, elle revient,
Elle dit, on a parlé avec un médecin, puis vous pouvez pas être là. Vous devez descendre. Elle vous a dit, je veux juste que ce soit bien clair. Donc, il y a un agent de bord dans un avion de Sunwing qui vous a expulsé sur la base de elle est infirmière, mais c'est pas à titre d'infirmière parce qu'elle c'est pas sa job à ce moment-là. Et ils ont appelé un médecin qui n'a donc pas consulté votre enfant, qui n'a pas diagnostiqué quoi que ce soit. Est-ce qu'ils vous ont montré la preuve qu'il avait consulté un médecin, même là, sachant que ça. Donc elle vous dit ça. Non, parce que en fait, croyez-moi sur parole et c'est tout. Ma conjointe s'était déplacée pour parler en fait au chef de bord. Fait que là, elle a vu l'infirmière rentrer avec un combiné dans une espèce de local, tu sais, les petits cubicules là. Et puis elle a dit, je vais parler au médecin. Ben voyons donc, on a dit, mais il a même pas posé de questions, rien, puis. Donc, le médecin ne vous a pas parlé à vous, ni votre femme, ni vous. Jamais. Alors donc, là, l'agent de bord de Sunwing vous dit, on vous expulse, vous ne pouvez pas être dans l'avion. Donc, j'imagine que vous dites pas, oui, bien sûr, donc vous protestez. On proteste, on essaye. Il y avait ma conjointe, en fait, à l'avant, puis qui essayait de leur parler. Elle a demandé à parler à l'agent de bord. Il a fait, bon, là, on est à la radio, je peux pas montrer le geste, là, vous allez le décrire, là, mais... Je vais pas vous parler, là. Allez-vous-en, là, j'ai rien à vous dire. Fait que, il a fait un signe de la main. Fait que, écoutez, on est resté là. Ils ont appelé les autorités jamaïcaines. Il y a quelqu'un qui est venu et dit la police est en route. La police est en route pour vous sortir? Textuellement, ça a été la police est en route. On a dit, ben, expliquez-nous. Moi, je le sais-tu que ça prend un billet du médecin? Mais c'est parce que comme vous étiez un criminel. Et c'est ça, en fait, le sentiment qu'on a, c'est que on dirait qu'on a fait quelque chose de grave, on a fait une erreur ou quelque chose. C'est humiliant, c'est frustrant. C'est, tu sais, les autres passagers vous regardent comme si vous étiez un criminel. Ben, c'est parce qu'en plus, les autres passagers disent « Hey, tabarnouche, on a-tu hâte, nous, de rentrer à Montréal? » Puis là, il y a la petite famille désagréable qui retarde le groupe, là. Oui, puis, mais... Je dirais quand même, j'ai été agréablement surpris par certains. Oui. Ceux qui étaient plus proches de nous à l'arrière de l'avion, ils nous ont aidés à prendre nos affaires. Ils nous ont écouté. On veut vous aider si vous avez besoin. Donc, ils ont été plus agréables avec vous que le personnel de Sunwing. Oui, le personnel était surtout obnubilé par une seule question. Ils voulaient pas qu'on monte leur face lorsqu'on a commencé à filmer. Ils ont dit qu'on n'avait pas le droit. Moi, mais j'ai dit la loi 25, ça s'applique au Québec, madame, pas en Jamaïque. Fait que c'est ça. Donc, vous les avez filmés pour montrer ce qui s'était passé. Donc, ils vous expulsent, Manu Militari, de l'avion. Là, vous vous retrouvez donc à l'aéroport en Jamaïque, puis vous faites quoi? C'est quoi la prochaine étape? Ben, en fait, juste avant ça, je tiens juste à dire qu'ils ont insisté sur le fait qu'on allait être pris en charge. Donc, vous allez avoir du soutien, vous allez être pris en charge, inquiétez-vous pas. Mais en fait, c'est une façon de nous encourager à sortir. On est sortis. Et puis là, c'est le néant. Il n'y a personne. Ben là, je suis tellement surprise. Une compagnie d'aviation qui dit vous allez être pris en charge. Puis là, il n'y a personne pour s'occuper de vous. Hey, c'est la première fois qu'on entend ça, monsieur. Alors, on est dans un local vide qui est à peu près avant la douane, puis après l'avion. Là, tu sais, après le petit corridor, là, il y a la représentante des autorités jamaïcaines, celle qui nous a dit que la police était en route, qui vient, qui nous dit, attendez ici, l'enfant pleure, il y en avait un des deux, ça allait pas. On était dans un stress terrible. Et puis là, bien sûr, il faut tout refaire. Toutes les procédures, comme si on rentrait. Donc, douane, sécurité, passeport, tout ça. Avec 2 enfants. Puis là, il est rendu quelle heure dans la journée? La journée, il était rendu à peu près 18 heures. Il faisait déjà noir à cette période, en décembre en Jamaïque. Alors, donc, vous ne pouvez pas... Donc, vous n'avez pas d'hôtel en ce moment? Parce que là, vous avez évidemment laissé aller votre resort où vous étiez. Donc, vous devez reprendre vos valises, vous trouver un hôtel, payer pour l'hôtel et, j'imagine, après, reprendre l'avion le lendemain. Comment ça se passe, tout ça? C'est pas ça le pire. À chaque fois que je pense que c'est le bout du bout, c'est pas fini. Non, c'est pas ça le pire parce que alors là, ils nous ont dit, on n'arrêtait pas de dire, allez où l'assistance, allez où, et c'est quoi l'aide qu'on va recevoir, c'est qui est supposé s'occuper de nous? Ils nous disent, il y a Nexus qui travaille pour Sunwing, allez les voir. Ben là, on s'en va les voir. Ils ont aucune idée du problème, ils n'ont pas entendu parler. On explique, on se plaint, puis là, ils nous disent, écoutez, on peut vous aider à appeler un taxi. Qu'on va payer naturellement. Pour aller
Ben, je dis pour aller où? Elle dit, écoutez, je suis pas supposé vous le dire, mais allez-y dans un hôtel Sunwing. Ah. Si vous allez dans un hôtel Sunwing, ben, c'est ça, vous pouvez réclamer par la suite, puis Sunwing, ça va rentrer, en fait, dans... Je dis, parfait. Fait qu'on cherche un hôtel Sunwing. Il était à 5 minutes. C'était parfait. Donc, c'était un 3 étoiles à 278 $ US la nuit. C'est pas donné pour un 3 étoiles, je trouve. Ouais. Avoir su qu'on n'allait pas se faire rembourser, on l'aurait pas pris. Et puis, c'est ça. Donc, on se retrouve. Donc, on paye le taxi. L'hôtel, ils communiquent avec Sunwing. Ils nous ont dit, ils n'ont rien dit. Fait que payer puis réclamer par la suite. Mais Incroyable. quel service. C'est ça. Quel Ben, service, c'est n'importe quoi. Donc, la nuit se passe. Le lendemain... C'est pas la nuit, en fait, j'ai laissé donc parce qu'il fallait agir vite. Oui. Ça prenait un billet du médecin pour pouvoir reprendre un vol le lendemain si on avait le billet. Parce que là, c'est vrai que quelqu'un de Sunwing nous a contacté par la suite sur WhatsApp. Il dit qu'il travaille pour Sunwing, puis il serait content de nous aider. Donc, en fait, c'est ça l'aide. C'est ça l'aide dont tu parlais. Et que il pourrait nous mettre sur un vol, mais à condition d'avoir un billet du médecin qui dit qu'il n'y a rien. D'accord. Donc là, vous passez la nuit à trouver un médecin Exactement. qui va... Oui? C'est ça. Fait que je prends avec moi le petit. Donc, je prends un biberon, une couche. Et là, j'essaie de me trouver un taxi. C'était pas simple. Donc, il fallait que quelqu'un appelle. En tout cas, bref. Là, on a trouvé quelqu'un qui nous emmenait finalement dans une clinique privée. Et là, je dirais, c'est Hitchcockien comme scénario. Votre portefeuille, c'est un bar open quand on est dans ces conditions-là. Fait que là, j'arrive donc à la clinique. Je commence à parler, à expliquer. Je dis, écoutez, il a rien là. OK? Je veux juste qu'un médecin confirme qu'il n'a aucune maladie, qu'il n'est pas contagieux. Et puis, donnez-moi le papier. Je vais payer pour. Combien ça vous a coûté combien? C'est ça. C'est là où ça devient intéressant aussi. OK. Alors, à chaque question, on va faire rapidement. Oui. Donc, j'ai payé pour la technicienne, j'ai payé pour l'infirmière, j'ai payé pour toutes les consommables, j'ai payé ensuite parce que à chaque fois c'est quelqu'un qui vient nous voir. On a payé pour le médecin généraliste pour se faire dire revenez demain. Faut qu'il soit vu par le spécialiste. Le spécialiste, le lendemain, je reviens. Ça a pris 5 secondes. Il dit votre enfant est pas malade du tout. J'ai dit non. Il dit non ça. J'ai dit ça fait longtemps là. Il regarde un peu, il me fait le papier. Puis là, on envoie ça. Et ça vous a coûté combien au total, la clinique, avec les spécialistes, le ci, le ça, le 1100 ça, le US. 1100 US. Donc, on rajoute 1100 US plus 278 $ pour la nuit d'hôtel. Donc, finalement, vous avez le satané petit bout de papier. Oui. Puis là, il faut que vous repreniez un autre vol avec Sunwing. Est-ce que Sunwing a eu au moins la gentillesse de vous dire, ben, vous pouvez prendre l'avion aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de repayer un autre billet? Non. OK, une chose positive à propos de Sunwing. Donc, voilà. Vous rentrez à Montréal de peine et de misère. Oui. Et là, est-ce que Sunwing vous a remboursé pour quelques-uns de ces frais-là? 0. J'ai fait une plainte au service à clientèle. Ils ont dit, en fait, l'équipage c'est votre faute. Il a fait, voilà. Ah oui, ils ont dit ça, que c'était de notre faute. Nexus, il dit, quand c'est votre faute, nous, on paye rien. Fait que c'est de votre faute. Maudit Sunwing, finalement, on entend tellement des affaires à gauche, à droite depuis un temps. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous avait écrit que nous, on s'était fait voler nos valises. Sunwing a rien fait parce que c'était pas leur faute. Donc, finalement, on pense toujours que ça nous arrive pas, mais. Alors, la les raison gens vont pour finir laquelle... par pas prendre Sunwing. Mais non, mais vous avez raison. Et Reda, la raison pour laquelle vous êtes là aussi aujourd'hui, outre le fait de nous attirer notre attention là-dessus, et vous l'avez écrit sur votre réseau social LinkedIn, c'est de dire, ben, à chaque étape, les gens ont dit, j'ai fait mon travail. Mais c'est trop facile de s'en sortir comme ça. C'est parce qu'il n'y a aucun risque, en fait, au niveau de... Tu sais, s'ils ont tort, ils ne payent pas. Ouais. Fait que le médecin, pourquoi qu'il nous poserait des questions? Il a juste à dire, ben, descendez-les. Puis tout le monde ensuite... Moi, je sais très bien ce qui s'est passé à un moment donné. Là, ça c'est très... c'est que l'infirmière aurait pas dû déclencher un processus qui aurait pas dû être déclenché, que personne pouvait arrêter par la suite. Elle n'est pas infirmière. Enfin, l'infirmière, je voulais dire... Non, mais je dirais, elle est agent de bord. Elle n'est pas dans ses fonctions. Si dans ses temps libres, elle est infirmière, c'est une chose, mais elle est pas... elle n'agit pas en tant qu'infirmière. Reda Hadoud, merci d'être venu raconter votre histoire. C'est sûr qu'on va attendre, évidemment, que la compagnie Sunwing nous dise pourquoi ils se sont comportés de cette façon-là. Alors, je rappelle quand même, Sunwing vous a expulsé d'un avion, abandonné quand même avec 2 bébés en Jamaïque. C'est peut-être pas aussi
pays le plus sécuritaire où on a envie d'être abandonné avec 2 jeunes enfants. Donc, on vous voit là-bas. En plus, vous portez fièrement le T-shirt de la Jamaïque. Alors, on voit vos 2 adorables jumeaux et votre épouse. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette histoire vraiment digne de Kafka ou de la Maison des Fous. Merci beaucoup, Reda. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Quand on pense à la musique québécoise et plus précisément à la pop québécoise, il y a vraiment des vers d'oreille, des tunes qu'on était capable de s'enlever dans la tête quand on les a entendues une fois. Et le roi de ça, c'est Alex Nevsky. Le roi, merci. Oui, non, mais t'es le roi. Ça, c'est gentil. T'es le roi du vers d'oreille. Bonjour, Alex. Claude Dubois. Oui. Je suis le prince. Oh! Claude Dubois, c'est le roi. Mais moi, j'aime ça, un artiste qui est modeste, mais en même temps qui reconnaît aussi l'héritage des gens qui sont passés avant lui. Ben, pro des onomatopées aussi, là, Claude Dubois, quand même. Il y en a dans son œuvre, puis à chaque fois, moi, je trouve ça savoureux. Mais savoureux. dans ta nouvelle... D'abord, bonjour Alex. Hey, donc, bonjour. on te reçoit aujourd'hui parce que demain, c'est ton nouvel album. Tout ce que l'aube promet, un titre... Merci. Absolument magnifique. Et dans la première tune qu'on va entendre, il y a aussi des onomatopées, ça ressemble à papa, 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 puis ça. Puis t'es bon, toi aussi, dans les papa, les toum, toum, toum et tout ça. Mais on a rajouté des la 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 puis des ouh aussi. Oui, c'est important. Les la 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 et les ouh sont super importants. C'est tous... Oui, ben, l'important, c'est qu'il y en ait le plus possible. C'est vraiment ça. Non, en fait, tu sais, je voulais pas qu'il y en ait dans cet album-là. Oui. Puis finalement, j'ai mis des mots au lieu de ce refrain. Puis les mots faisaient juste enlever de la force à la chanson, vraiment. C'est comme j'essayais parce que je voulais pas retourner dans ce terrain déjà fréquenté. Oui. Puis finalement, non, tu sais, je rendais pas service à la chanson. J'étais juste dans mon orgueil de pas vouloir refaire la même chose, mais la toune, à tous les gens à qui je la faisais écouter, c'est moins bon avec les mots. C'est vraiment juste moins bon. J'étais comme, OK, on va remettre d'abord ce qui était là au début, qui était les papa la la ou. Les papas là, où. Et ce qui est absolument charmant, c'est que le clip est absolument superbe et on te voit avec toute ta gang de chums en train de chanter. Et si je me trompe pas, c'est un plan séquence, hein? Oui. Ça commence au début puis ça finit à la fin, puis il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. Mais non. Vous avez fait plusieurs prises? On l'a fait peut-être 3 fois parce que, tu sais, après, on veut garder cette énergie-là, puis cette vivacité, mais surtout ce vrai sourire, tu sais. Parce que quand tu l'as fait 15 fois, après ça, tu le fakes, puis l'énergie que tu transmets est plus la bonne. Puis j'ai préféré prendre une des premières takes plutôt que d'en faire plusieurs, puis que ça soit parfait. Imparfaite, oui, complètement imparfaite. Quand je la regarde, je suis comme, lalou, tu sais, ça fausse un peu au début à plein d'endroits, mais les gens étaient heureux. C'est ça, puis ça n'a pas de prix, tu sais. Et je trouve que ça se voit, parce que vous regardez tout le monde, puis il y a des clins d'œil complices, puis des fois vous faites aller la tête comme ça, mais c'est beau l'imperfection. J'aime ça, moi. Puis le but de ça, c'était de chanter ensemble. Puis chanter ensemble, c'est pas parfait. Il y a plein de gens qui sont pas des chanteurs professionnels là-dedans aussi. Donc, c'est de retrouver un peu cette vibe-là d'une salle privée au karaoké où tout le monde se laisse aller. Juste là, malheureusement, il y avait un caméraman qui fait qu'on était peut-être un peu plus tendu, mais c'est ce plaisir-là, je trouve ça vraiment... Il n'y a rien de mieux pour moi que de chanter avec des humains. Et puis la chanson elle-même est absolument magnifique. Donc on écoute un extrait de cette chanson qui est sur le nouvel album d'Alex Nevsky qui sort demain. On va regarder le clip aussi en même temps et la chanson s'intitule Quand on aime, on a tout. J'ai rien à rajouter, moi. Pas besoin d'avoir le condo dans la tour, son tour à la loto. Là, faut qu'on parcourt, paysage à vélo, et le cœur au galop. Alors, à ta gauche, on voit Jean-Philippe Perra, qu'on connaît bien sûr comme excellent comédien. Il fait aussi un band avec Gustafsson, hein, c'est ça? Ouais. J'espère que je le prononce comme il faut. Prononcé, bravo. Et vous vous amusez vraiment beaucoup tous les deux. Je veux qu'on montre à l'écran la couverture de ton album. Hein?
parce qu'on te voit avec les grandes plumes d'oiseaux, hyper dramatique, absolument splendide. Donc, on se dit, waouh, c'est beau, c'est léché. Puis là, tu mets en ligne des clips avec Jean-Philippe Perra où vous délirez complètement. Donc, on va écouter ça parce que là, vous venez de défaire justement l'image que tout ça a été bien fait. En fait, c'est une improvisation totale. On écoute ça. Moi, je te verrais nu. Je te verrais nu, puis un petit peu, tu sais, dégourdi de l'intérieur. C'est-à-dire, je t'en donne, mais pas trop. C'est comme celle-là cache ton sexe, celle-là ta bouche. Alors, vous avez du plaisir avec Jean-Philippe Perra à niaiser. Ben oui. Vous êtes fous furieux tous les deux. C'est mon humain favori. Là. Il est niaiseux, ce gars-là. Bon, on salue Vanessa Pilon. C'est pas elle, ton humain favori. Elle, c'est mon humaine. Ah, d'accord. Voilà. T'es tellement binaire. Ben oui. Mais... Tu sais, ce fun-là, on l'a depuis toujours. Là. Tu sais, JP, c'est mon meilleur ami depuis qu'on est petit, depuis qu'on a 10 ans peut-être. Donc, je trouvais ça chouette d'emmener, tu sais, de pouvoir réussir à être dans l'autodérision aussi, tu sais, parce que oui, justement, la pochette, c'est super noble, puis c'est onirique, puis il y a quelque chose de tellement pompeux aussi, tu sais, dans cette image-là. Puis ça, c'est des ailes que j'ai pas reçues à temps pour le shooting, sont arrivées vraiment trop tard. Fait que je suis comme, c'est pas vrai que je vais pas utiliser ces ailes-là qui viennent comme d'Europe. Fait que j'ai demandé à JP si ça tentait de le faire, puis... Tu sais, là, je suis en train d'en monter une autre capsule, une troisième, puis mon Dieu, qui est con, là, c'est... Tu sais, là, je fais le montage, puis il y a des gags que j'écoute 50 fois en faisant le montage, puis je ris encore à chaque fois. Mais vous faites quoi avec les vidéos? C'est pour les réseaux sociaux? C'est pour devenir des influenceurs, des stars. OK, c'est ça votre objectif. C'est notre objectif. Il n'y a rien de moins que ça. Non, c'est vraiment juste pour offrir quelque chose d'autre que... Moi, j'ai envie de m'amuser. Là. J'ai vraiment envie de m'amuser. Je suis fatigué de faire semblant. Puis je suis fatigué de... Tu sais, oui, il y a une partie qui est grande, qui est noble, qui est dans le métier, dans l'artisanat, tu sais, de faire la musique. Mais c'est pas que ça. Là. Moi, je suis niaiseux aussi dans la vie. Tu sais, j'ai envie que ça devienne plus complet, en fait. D'arrêter d'être justement juste comme une partie de moi sur les réseaux sociaux, puis juste de pouvoir exister sans avoir peur. Mais tu dis que tu veux plus faire semblant, puis que tu veux... Mais alors, pourquoi tu reprends pas ton vrai nom? Parce que ton vrai nom, c'est Alexandre Parent. Pourquoi tu restes avec Alex Nevsky? Mais là, imagine là, si finalement, c'était pas Sophie Durocher, toi. Là. Puis là, après toutes ces années, finalement, là, tu décides de rechanger. Je pense que ça a pas plus de sens. Tu sais, mon vrai nom existe. Je veux dire, je suis qui je suis tous les jours, à l'épicerie, n'importe où, avec ma fille, avec ma blonde. Je suis pas Alex Nevsky. C'est juste, c'est la marque. C'est ton personnage de scène. C'est comme Miu Miu, même personne sait c'est quoi son vrai nom à cette femme-là. Ben, tu sais, puis après, Daniel Lavoie, c'est pas son vrai nom, Daniel Lavoie. Je savais pas. Tu savais pas? Puis est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Absolument pas. Puis est-ce qu'il est moins lui? On sait pas, peut-être. Peut-être que c'est un grand personnage. Mais ce que je veux dire, c'est que j'y ai pensé à ça. J'ai vraiment pensé, mais en bout de ligne, c'était un peu futile. C'était comme finalement faire du bruit. Tu sais, comme qui allait pas me servir parce que je peux être moi dans n'importe quel contexte si je le décide. Tu sais. Je peux être moi que je décide de m'appeler juste Cube ou de m'appeler Alex. Tu sais, je veux dire, ça reste... Prends pas Cube, c'est déjà pris. Ouais, je sais, je vais me faire poursuivre. Mais tu sais, je pense que l'important, c'est de vraiment choisir d'être honnête. Puis après ça... Qu'importe le contenant, tu sais, là, en ce moment, le contenu, il est vraiment, vraiment honnête. Fait puis c'est très bon. C'est vraiment... T'as pas envie non plus que ça soit Alexandre Parent, là. Non. T'es correct avec ça, Sophie? Ouais, ben, c'est parce que moi, je me dis Alex Nevsky, j'ai l'impression d'avoir un personnage de Dostoïevski ou de Tourgueniev, tu comprends? C'est un peu le personnage de la pochette aussi, là. Avec, alors qu'en fait, tu viens de Granby, tu sais, c'est comme... Mais on a envie de redécouvrir l'artiste qu'on connaît, donc on cherche pas nécessairement à aller rechercher de la nouveauté avec le nom non plus. Tu sais, quand on a envie de retrouver Alex Nevsky, on s'attend pas nécessairement à ce qu'on connaît depuis toujours, mais on a envie d'avoir l'artiste qu'on aime. Ben oui. Puis tout à fait. T'aimes ça, Alex Nevsky, puis t'aimes Granby, je sais. Et j'adore Granby, bien sûr. Puis en plus, t'as commencé au Festival de la chanson de Granby. Ouais. Alors, on salue les gens de Granby. Non, mais très sérieusement. Bonjour les Granbiens. C'est pas du tout ironique d'aucune façon. Écoute, je veux terminer en te parlant d'un sujet plus délicat, mais toi-même et Vanessa, donc ta conjointe, vous l'avez abordé. Je trouve que c'est important de parler de ces choses-là. L'année dernière, avec Penelope McQuaid à Radio-Canada, vous avez parlé de deuil périnatal. Et moi, c'est
quelque chose que je n'ai jamais vécu, mais j'imagine que ça doit être un drame absolument épouvantable. Et tu parlais avec Pénélope et tu disais, ben, pour les gars, ils parlent pas de ces choses-là. Tu sais, déjà, les femmes en parlent peu, mais pour un gars, c'est pourquoi vous n'arrivez pas entre gars à parler de quelque chose qui vient vous blesser aussi profondément? Mon Dieu. Je pense pas que j'aurai la réponse. Non. Je pense pas que j'aurai la réponse. Je sais que j'ai pas eu les modèles, j'ai pas vu ça, je le vois pas souvent. C'est dur aussi d'incarner quelque chose qui nous a pas été transmis. D'une part, mais après, je pense que... Même ta génération à toi, les gars parlent pas de c'est leurs dur. choses privées. J'ai pas beaucoup de conversations. Il y a beaucoup de conversations qui sont dans le superficiel quand même. Tu sais, j'ai quelques amis avec lesquels je peux aller en profondeur, mais il y en a plein qui sont vraiment mal à l'aise à le faire. Tu sais, même des bons amis qui ont une pudeur, puis... Encore plus quand ça tombe dans le domaine du privé ou quand il y a une espèce parfois de honte qui s'installe ou de... Je sais pas, j'ai pas de réponse, mais je sais que je tente mon possible en ce moment pour ouvrir ces espaces de discussion-là, puis d'emmener ça dans une zone où les gens se sentent en sécurité d'en parler sans... Je sais pas, je pense qu'on a souvent peur de se faire juger entre hommes, là, tu sais, d'avoir trop de sentiments, trop d'émotions, juste de pas être assez fort, assez un homme, assez, tu sais, je veux dire, tout ça reste quand même, tout ça existe, là. Mais je trouvais ça très beau. Moi, ça m'a beaucoup touchée et je trouvais ça très important de parler du deuil périnatal et justement d'entendre des hommes. Mais tu sais, moi, j'en aurais pas parlé. C'est que ma blonde en a parlé. C'est Vanessa parce qui en a que parlé, oui. Moi, j'aurais gardé ça pour moi, comme tous les hommes de la Terre, c'est sûr. Ouais. Alors moi, je vous encourage, messieurs, si vous avez vécu la même chose que Alex Nevsky a vécu, ou je pense dans ce cas-là, c'est plus Alexandre Parent qui l'a vécu, d'en parler. On a besoin d'hommes qui parlent des vraies affaires. Alex, merci beaucoup. Puis j'ai très hâte que ton album sorte demain puis que tout le monde puisse se baigner dans tes verres d'oreille. S'il vous plaît. Ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Alex, alias Alexandre. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Est-ce qu'il faut changer les noms à connotation catholique ou religieuse, en tout cas des écoles québécoises? C'est la question qu'on se pose avec Rémi Villemure, parce que justement, dans le fameux rapport qui a été remis à Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, sur les 17 écoles problématiques, il y a certains cas où dans les écoles, on avait justement proposé ou carrément changé les noms. Oui, puis ça a déjà commencé. Là, le cas le plus flagrant, celui qui enfin a retenu mon attention, c'est une école dont le nom commençait par le mot « saint » et on l'a remplacé par le transcendant nom, l'évanescent, l'inspirant nom, l'école sans frontières. Donc, moi... C'était l'école Saint-Roch, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça. L'école Saint-Roch devient l'école sans frontières, ben oui. Ouais, donc tu sais, c'est sûr qu'il y a comme deux sujets, parce que premièrement, on se pose la question que tu viens de poser, à savoir, est-ce que laïcité oblige à ce genre de processus-là, c'est-à-dire changer les noms des écoles? On va en parler, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais il y a l'autre question aussi, c'est que si on change les noms, si on se dit, regarde, on n'a pas envie de nous expliquer, on n'a pas envie d'essayer de faire la pédagogie de ce que c'est que l'héritage catholique, et on se dit, si on demande aux nouveaux arrivants de se prêter aux mœurs, ben on va le faire, puis on va montrer par l'exemple. Ben si on fait ça, ça serait quand même agréable qu'on rende hommage à des personnalités, par exemple, plutôt qu'à la faune et à la géographie, parce que il y a pas grand-chose de... Tu sais, c'est ça, tu sais, l'école de la rivière de la fantaisie. Là, tu te dis, mais de quoi vous me parlez? De quelle rivière ça existe? Tu sais, la fantaisie, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je trouve ça paresseux. Sincèrement, je trouve ça paresseux, puis je trouve ça un petit peu lâche parce que ça n'oblige pas les gens à se mouiller et à se commettre et à choisir une personne et peut-être éventuellement à défendre ce choix-là, tu sais.
Ben oui, tout à fait. Mais tu posais la question, tu disais, est-ce que justement on prend le temps d'expliquer que ça n'a rien à voir avec la laïcité? Ben c'est un petit peu ce que Bernard Drinville a fait, parce que lui-même a dit, le principe de laïcité, ça n'a rien à voir avec le nom des écoles. Donc il a dit, je laisse les écoles libres ou les trucs scolaires, là. J'oublie Centres le de nom. service. Les centres de services scolaires, merci. Merci Sylvain. Je les laisse libres de décider eux-mêmes, mais il reste que c'est comme si on disait, au nom de la laïcité, il faut enlever la croix sur le Mont-Royal. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Donc, les gens mélangent tout, encore une fois, parce que on n'explique pas exactement ce que c'est la laïcité, mais c'est quand même bizarre que il y a une raison pour laquelle l'école à un moment donné s'appelait Saint-Roch, c'est que ça devait être ben important à ce moment-là. Donc si on l'enlève, remplaçons-le par quelque chose qui est ben important dans la société d'aujourd'hui, pas par des affaires insignifiantes. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, honnêtement, là, Bernard Drinville, je pense que c'est un solide là, dans le caucus de la CAQ, mais il est vraiment bon. Il est de plus en plus bon à dire aux autres, faites la job, puis moi, je vous donne pas de directive. Avec le cellulaire en classe, c'était la même affaire. C'était, on va laisser les centres de services. Écoutez, à chaque fois qu'on laisse les centres de services scolaires et qu'on leur délègue le courage, ben, ils sont pas capables de rattraper la balle. OK? Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, ça pourrait partir de la CAQ, le courage. Ça serait quand même intéressant, ça aussi, tu sais. Puis je pense qu'il est là le sujet. C'est que, moi, ça s'appellerait l'école Gaston Miron. Ça existe déjà, on dira, mais en tout cas, oui. L'école Hélène Dorion. Hélène Dorion, une grande poète québécoise vivante. Absolument. Qui est connue en France, qui a été la première à voir son livre être étudié au bac français. Pourquoi on ne l'appelle pas l'école Hélène Dorion? C'est quoi ça, l'école sans frontières? On dirait qu'on veut pas faire peur à personne, faire mal à personne. Mais tu sais, à un moment donné... Je t'arrête tout de suite, Rémi. Je t'arrête tout de suite. Parce que si tu as l'intention de donner des noms de femmes vivantes aujourd'hui à des écoles ou bedon des stations de métro, faut que tu passes par le comité de l'Université de Montréal. Puis là, il va falloir s'assurer qu'il y a une diversité multiculturelle, une diversité sexuelle, une diversité de genre. Il va falloir se demander, la personne dont on donne le nom à une école, avec qui couche-t-elle, cette personne-là? Est-elle non-binaire? Est-elle bisexuelle? Est-elle agenre? Toutes sortes de questions qu'il faut se poser avant de donner son nom à quelqu'un. Non, tu as totalement raison, Sophie. Puis il est grand temps de rendre hommage à cette obscure japonaise qui a publié des haïkus au 19e siècle et dont personne ne se souvient du nom, quitte à oublier quelque chose comme Pauline Marois. Hein, quelle bonne idée. Ou Jeannette. Ou Jeannette Bertrand. Mais c'est important, cette question-là, qu'on se pose sur le changement de nom dans les écoles, parce que tu as prononcé un mot tout à l'heure, tu as prononcé le nom histoire. Puis il y a beaucoup de gens qui nous accusent, des gens comme toi, comme moi, de faire de la catho-laïcité en disant la laïcité, ça s'applique, mais quand on vient le temps d'enlever des affaires catholiques, mais c'est parce que c'est pas dans une perspective religieuse, c'est dans une perspective historique. Le Québec a été quand même construit, la Nouvelle-France, par des religieux catholiques. Donc, il y a un héritage. Il faut en tenir compte de cet héritage-là aussi. Tout à fait, mais les grands responsables de ce malentendu-là, ce sont ceux qui ont pas été capables de parler d'autre chose que de la laïcité. Alors que je te l'ai déjà dit sur tes ondes, on ne parle. Là, finissons avec la laïcité. Parlons d'histoire, parlons de culture, parlons d'héritage, et c'est possible de le faire. Écoute, je veux dire, une école Saint-Roch, alors que plus personne ne va à l'église, ça mène à ce qui exactement? Qui a peur du retour des soutanes dans la société? Personne, parce que ce n'est pas une religion en émergence et en croissance. Il y en a d'autres qui le sont, et c'est pour ça qu'on agit. Oui. Donc, soyons indulgents, soyons honnêtes et justes envers nous-mêmes. Mais là, il y a des gens qui réussissent cet art qui consiste à se mentir à soi-même pour gagner un point. J'appelle ça la mauvaise foi. Moi, je ne discute pas avec ces gens-là. Alors, ce sera dit aujourd'hui, 13 mars. On est-tu le 13 ou on est le 14? On est le 13. Le 13 mars 2025, Rémi Villemur nous dit « Je ne discute pas avec les gens qui sont de mauvaise foi ». Merci beaucoup, Rémi. À demain. Bye bye. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Hier à l'émission, je recevais Simon-Olivier Fecteau qui nous expliquait pourquoi il ferait plus le bye-bye. Il l'a quand même fait pendant 9 ans. Et ce matin, mon collègue Guy Fournier, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, se demande est-ce que Radio-Canada devrait abandonner le bye-bye? On a-tu fait le tour de cette affaire-là? J'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui connaît bien l'humour,
Parce que c'est censé être drôle quand même, le bye-bye. Guy Nantel, bonjour. Et ton ami le plus sexy? Bonjour, Sophie. Mon ami le plus sexy. Ben, en tout cas, j'ai vu une couple de tes amis, puis je pense... J'ai pas de complexe d'infériorité. Ben, premièrement, tu te prends pour acquis que t'es mon ami. Ah, je sais pas. Il me semble que t'as déjà dit ça quelque part. Ouais, je l'ai déjà écrit dans le journal et je me le fais reprocher depuis ce temps-là parce que j'avais dit que tu préparais des bonnes pâtes. Je retiens mes paroles. Alors, t'es mon ami, t'es sexy. Bonjour, Guy Nantel. Bonjour, Sophie. Ben, voilà, tu vois, comment je fais pour continuer après à faire une entrevue avec toi? Ben oui, mais c'est sur l'humour. On peut quand même être décontracté. Ben non, parce que si on fait pas de blague alors qu'on parle de l'humour. Donc, Simon-Olivier Fecteau quitte le bye-bye. Est-ce que c'est essentiel qu'à Radio-Canada, à la fin de l'année, il y ait une revue de l'année où on se moque de tout le monde? Oui, ben c'est ça. Là. Ouais. Oui, si c'était vraiment de tout le monde. À Radio-Canada, peut-être pas nécessairement. Ouais. Je pense que c'est le fun qu'il y ait un rendez-vous. Puis évidemment, la tradition a fait que ça a été Radio-Canada, mais c'est pas interdit que ça change. Là. Je veux dire, ça pourrait être TVA facilement qui fait ça. Dans la formule bye-bye, moi, ça, j'ai plus de misère. Là. Alors, explique pourquoi. Ben, les sketchs, là, tu sais. À part Ricky Belzorey, moi, j'ai jamais aimé ça en tant qu'humoriste des sketchs. Je déteste la formule de se mettre une perruque puis un grand... Je trouve que ça fait années 60-70, là. Est-ce que tu es en train de dire que, par exemple, quand c'est, en effet, RBO qui avait fait le bye-bye, il y a des gens qui nous avaient écrit hier, oui, Cybèle, on s'ennuie d'RBO. On s'ennuie de RBO, que ça, c'était des meilleures années parce que c'était plus dans leur modus operandi de faire des sketchs? Ben, c'est parce que les décideurs en humour, je pense qu'ils connaissent pas tant que ça, l'humour. C'est-à-dire que... Non, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Ils ont jamais fait d'humour, donc ils ont jamais fait rire les gens, et ils achètent pas de billets pour l'humour. Alors, moi, je vois beaucoup de gens qui sont en périphérie, qui sont dans le milieu, mais qui sont en périphérie de l'humour, et qui sont des gens en situation de pouvoir, des décideurs, souvent qui font des études de marché, puis toutes sortes de babioles de même, mais qu'ils n'ont pas ils ont pas les tripes de ce que c'est l'humour au Québec. T'sais, mais l'humour au Québec, là, les gens aiment ça quand c'est authentique. Tu sais, le succès d'Infoman, là, c'est quoi? C'est l'authenticité. Ils sont 3-4 dans un petit local que Radio-Can leur a donné, puis on dirait qu'il y a comme personne qui se mêle de leur affaire. Rock et Belles-Oreilles, c'est la même chose, tu sais. Bon, RBO, c'est plus bête et méchant qu'Infoman, mais tout ça pour dire que ce qui compte, c'est comme les politiciens, ce qui compte, c'est pas de cocher des cases puis de dire oui, il faut que tu mettes une case. Ce qui compte, c'est d'être authentique. Et dans le bye-bye, ben, on colle un paquet de scripteurs avec un paquet d'acteurs, puis c'est pas un vrai groupe, c'est pas du vrai monde qui travaille ensemble. Et c'est intéressant parce que hier, Simon-Olivier Fecteau nous a dit carrément que son dernier bye-bye, c'était pas son meilleur. Ça, j'avoue que j'étais assez surprise que lui-même le dise parce qu'il s'est beaucoup fait reprocher ça. Cybèle, t'allais rajouter quelque chose? Déjà, il y a des gens qui sont d'accord avec toi, Guy, en disant qu'Infoman est bien meilleur, mais aussi par rapport au fait que ce soit Radio-Canada, quelqu'un nous dit ben ne peut plus être à Radio-Canada parce que maintenant, ils ont trop de filtres et les blagues sont toutes d'un côté à gauche. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, totalement raison. Radio-Canada, pour moi, tu sais, il y a bien des gens, là, depuis que Simon a parlé, qui m'écrivent, hey, pourquoi tu le ferais pas toi, puis tout. Évidemment, je suis un humoriste. Ils t'engageront jamais. C'est ça. Ils m'invitent même pas comme dans une entrevue dans leurs émissions, fait que ils m'engageront certainement pas pour le plus grand rendez-vous de l'année. Mais pourquoi, Guy, ils t'engageront pas parce que t'es trop je dirais même pas que t'es à droite, t'es trop au centre? Oui, mais en fait, moi, je pense que même RBO aujourd'hui, s'il revenait, il y aurait plus de chances grâce à Guilla, là. Mais oublie l'élément Guilla Lepage, qui est une grande vedette de Radio-Can. L'esprit bête et méchant, humour noir, frappé dans tous les coins de la patinoire, c'est plus tellement bien vu. Mais attention, à Radio-Canada, mais le public, là, fait ça à TVA. Il en veut, ça. Écoute, moi, je le ferais. Martin Petit, on a fait un podcast l'autre jour ensemble, puis Martin a fait une revue de l'année, lui, qui était très bonne. Là, j'allais t'en parler. Ouais. D'ailleurs, on avait demandé aujourd'hui, Martin, mais il pouvait pas, parce que j'aurais aimé ça avoir une discussion, justement. Non, je suis contente qu'il soit là. Non, avec Guy. Ben là, franchement, Cybèle, là. Hey, très bonne blague. 9 sur 10, Cybèle. Non, mais j'aurais voulu justement une conversation avec vous deux. Ben oui. Parce que, justement, Martin, il a fait sa revue de l'année. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a plein de gens qui disaient, c'était
épouvantable. Il a parlé des manifestants palestiniens, Ouais, puis il a mais- pas été gentil avec eux. Tu peux plus rien dire. Non, mais c'est pas vrai Guy, que tu peux plus rien dire. rien C'est faux. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses en fonction de ceux qui aimeront pas, parce que sinon, tu trouves pas de restaurant, t'écris pas de livre. Il y a toujours du monde qui aime pas des affaires, là. Je veux dire, Ben ouais. Sophie Durocher, t'es Sophie Durocher parce que tu t'es assumé à un moment donné. Tout le monde m'aime, Guy. Mais non, mais sérieusement, si tu décides, si t'as peur de déplaire, ben fais rien. C'est la meilleure façon Reste de chez pas vous. déplaire. Je suis d'accord Mais avec toi. après coup, je peux te garantir une chose, tu sais, du stand-up comme je fais ou comme Martin fait, où il y a vraiment un humour un petit peu plus incisif et qui parle de tous les sujets sociopolitiques. Moi, je pense que les gens ont vraiment soif de ça, mais on le fera en stand-up. Tu sais, moi, en plus, c'est de l'économie de coût, là. Je veux dire, tu fais oui. ça dans un théâtre, tu tournes ça, je sais pas moi, une semaine avant, là, tu sais, collé sur l'actualité. Donc, tu peux faire quelque chose de très collé sur l'actualité, bien plus que le bye-bye qui est obligé de tourner longtemps à l'avance. Tu peux t'ajuster. Et puis tu sais, on pourrait rentrer des vox pop là-dedans, on pourrait faire plein d'affaires. Fait que oui, il y a une formule que moi, je verrais qui plairait et qui serait plus contemporaine. Qui serait plus bête et méchante, qui serait plus direct. Mais c'est pas juste de rire non plus tout le temps des Québécois, puis des Blancs, puis des francophones, puis non, c'est de tout le monde aussi. Oui, c'est ça, des c'est minorités intéressant. aussi, parce que si on intègre les gens puis qu'on se dit vraiment inclusif, ben ils font Il faut partie rire de tout nous le monde. autres aussi. Ben tu sais. oui, c'est la fameuse blague, tu sais, c'est, mettons, c'était, je sais plus trop quel Oh humoriste, c'était, je pense, Jean-Marc Parent, là, qui disait, à un moment donné, il faisait des blagues justement sur un de ses amis handicapés, c'est bien ça, et qui disait, ben, la meilleure façon que mon ami handicapé se sente inclus, c'est faire une blague. Si tu fais des blagues sur tous tes Ben ouais, chums ben ouais. à Jean-Marc, mais tu fais pas des blagues sur ton ami qui est handicapé, c'est justement là que tu fais de la discrimination. Je veux juste revenir sur le bye-bye, le dernier bye-bye, à un moment donné, parce qu'un des événements qui a marqué l'année, c'était justement l'école Bedford, où il y avait donc un groupe de professeurs issus du Maghreb qui faisaient la loi et l'ordre et puis qui se parlaient en arabe entre eux, etc. Puis bon, il y avait plein de cours qui n'étaient pas donnés et tout et tout. Alors, le Bye-Bye décide de faire un sketch là-dessus, mais tout d'un coup, il n'y a pas juste une religion. Ouais. Tu sais, c'est comme, il y a plein de tu sais, ouais. à un moment donné, il y a une fille qui se fait dire que dans la religion, tu sais, elle fait une blague sur Jésus, puis tout ça, puis tu sais, il faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, puis tout ça. Puis il y a un personnage qui, à un moment donné, s'énerve, c'est un prof, puis il prend son soulier, puis il le jette. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben, ce sketch-là, enfin, vous avez pas représenté la réalité. Parce que la réalité, c'est que à l'école Bedford, c'était la religion musulmane qui était problématique. Ouais. Donc, on a comme oblitéré ça parce que, tu sais, Radio-Canada peut pas être Ben, vu encore comme... une fois, Sophie, c'est parce que des gens qui font de l'humour, ça devrait être simplement les auteurs puis les humoristes qui décident. Mais quand après ça, ça s'en va aux directions de la programmation, aux avocats, Ben oui, les avocats. aux assureurs, et qu'il y a toutes ces personnes-là, Les commanditaires. des commanditaires. Donc, à un moment donné, ça fait en sorte que tu vas juste altérer l'essence même de ce que c'est l'humour. Puis l'humour, comme disait le philosophe Henri Bergson, c'est de mettre temporairement de côté les bons sentiments, les qualités de cœur. Ça se joue plus dans les qualités de cœur. L'humour, c'est accepter qu'on morde quelqu'un. Ouais. Un groupe ou un individu. Voilà. Et si on mord personne, autrement dit, s'il y a personne qui tombe en pilant sa peau de la banane, il n'y a pas de gag. Fait que tu peux bien faire un gars qui marche, il pile sur une banane puis il continue à marcher, mais on comprend pas où tu t'en Il y a vas plus avec de gag. ça. tu sais. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, je dis qu'on vit une époque, c'est pas tellement qu'on peut plus rien dire, c'est qu'on vit dans une époque qui est obsédée par la bienveillance. Ouais, ouais. Tu sais, c'était le 8 mars. Qui on a choisi de souligner le 8 mars? Des femmes qui étaient dans le vivre ensemble et la bienveillance. Même quand on parlait des femmes d'opinion, on parlait des femmes d'opinion qui sont dans la bienveillance. Hey, on peut-tu rendre hommage le 8 mars à des femmes qui ont mis le poing sur la table, à des femmes qui ont brassé la cage, à des femmes qui ont dérangé? Même le 8 mars, on n'est même plus De toute capable façon, de faire as-tu- ça. On est obsédé par la As-tu motadine remarqué de bienveillance. à quel point, depuis qu'on vit dans une société supposément bienveillante, à quel point, pour moi, on n'a jamais été aussi hypocrite, aussi sournois et aussi faux comme société? C'est-tu moi qui invente ça? Ou moi, Non, je non. trouve que, non, avant, on se souciait pas de la bienveillance, mais il y avait certainement plus d'authenticité.
puis il y avait certainement plus tu te souciais moins, parce que dans la pseudo-bienveillance, tu te soucies surtout de comment l'autre va te percevoir. C'est surtout ça ton champ d'intérêt. C'est certainement pas tant d'être bienveillant, parce que c'est un peu comme faire du bénévolat ou faire des dons. Si tu passes ton temps à dire au monde, moi je suis bénévole, puis moi je fais des dons, puis moi je suis une bonne personne, mais c'est parce que je pense que tu te soucies plus de toi que des autres. Parle-moi pas de faire des dons à des fondations, parce qu'on risque de se retrouver dans le trou. Mais au niveau de l'humour, pour y aller souvent voir du stand-up, sont là les blagues crunchy, les blagues où les humoristes ils testent, où ils vont plus loin. Donc, elle existe cette fin-là pour ce genre d'humoriste, pour ce genre d'humour-là. Moi, je la vois presque à chaque semaine. Ça. Donc, ce serait le fun de l'amener peut-être sur le grand public, ou je sais pas, trouver une manière de montrer que ça existe, puis c'est là vraiment, parce que quand on dit on peut plus rien dire, c'est vrai que c'est faux. Moi, à chaque semaine, j'en entends des blagues qui sont bonnes, qui sont drôles. En tout cas, on critique tout. Ma tournée, ça fait 3 ans qu'on tourne, puis oui, il y a un côté bête et méchant dans ce que je fais, mais il n'y a pas que ça non plus. Oui, mais ça fait de la peine aux chroniqueurs du Devoir. Ça fait de la peine des fois à des gens, puis ça fait surtout de la peine à des gens qui paieront jamais une scène pour venir me voir. Exactement. On s'en fout. Hein. Écoute, regarde, t'as déjà été dans ce siège-ci, donc regarde, il reste 35 secondes. T'es en tournée, il te reste 15 spectacles, Montréal, Québec, ça finit bientôt. T'es déjà en train d'apprendre le texte pour le nouveau spectacle. Merci d'avoir été là, Guy Nantel. Merci Hugo Veilleux, qui lui aussi est un humoriste en herbe. Hein? Cybèle, elle va avoir beaucoup de spectacles d'humour. Jean-Philippe Leroux à la réalisation, toutes des humoristes. Puis c'est pas grave si tu m'as pas laissé le temps de finir, parce que je reste avec Richard, on ouvre son show ensemble. Ah oui? Ouais. oui. OK. Regarde, là, tu me laisses, il reste 5 secondes. Ben oui, je t'ai coupé trop tôt. Je t'ai laissé finir. On se reparle demain. OK, merci. Cube.